Bonsoir, bienvenue sur le plateau de TV Fil pour le 7-8, 1 heure pour faire le tour de l'actualité locale. Vous en avez l'habitude, de 18 à 19 heures en direct avec de nombreux invités pour nous accompagner. À commencer ce soir par Jean-Pierre Muriot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président du district de football des Yvelines. Avec vous, nous parlerons de la sensibilisation que vous menez autour des accidents cardiaques qui peuvent survenir sur les terrains, des formations que vous organisez également. Nous aborderons aussi cette question de la réforme des rythmes scolaires et de leurs incidences pour justement les clubs. Il va falloir s'organiser, mais tout d'abord cette première question qui concerne le déménagement de vos locaux. Vous allez rejoindre dans les prochaines semaines Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi ce déménagement? Montigny-le-Bretonneux plus précisément. Oui, alors actuellement on est installé à Saint-Nom-la-Bretèche depuis un peu plus de 30 ans. Et à l'époque, on avait 24 000 licenciés, on en a 35 000. À l'époque, on avait 3 salariés permanents, maintenant on en a 9. Et les locaux sont devenus, ils ne répondent plus à ce qu'on attend de nos locaux, à la fois pour le personnel et pour nos clubs. Donc on a décidé, déjà il y a pas mal de temps de déménager. On a enfin trouvé ce qui nous convient à Montigny-le-Bretonneux. Et ce sera à partir de quand? Alors on a 3 mois de travaux, on va acheter les locaux dans quelques jours. Et on a 3 mois de travaux, je pense que le déménagement ce sera début juillet. Jean-Pierre Muriot, district de football des Yvelines, est l'invité du 7-8 de cette première partie du 7-8. Vous restez avec nous en plateau. Nous allons découvrir à présent les titres de cette édition. Il est à 18h05 si vous nous suivez en direct. La sécurité aux abords du centre commercial SkyWest et Espace Saint-Quentin en question. Après l'agression d'une policière le 8 mars, certains commerçants reconnaissent que les tensions existent. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés. Les chiffres du chômage dans les Yvelines, comme au plan national, ils sont en hausse au mois de février. La catégorie la plus concernée, les plus de 50 ans. Le centre commercial Paris-Ouest à Morpacoignières a 40 ans, un anniversaire qui vient d'être célébré, l'occasion de se rappeler les débuts de cette zone d'activité. Et tout ne s'est pas accompli sans douleur. Et puis le week-end de Pâques approche, une fête importante pour les chrétiens, également pour les chocolatiers qui réalisent à cette occasion de belles ventes. Indépendants en grande surface, chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Et pour évoquer ces deux derniers sujets, économie justement, des invités, ce sera la chronique de l'écho avec Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors concernant Pâques et les ventes de chocolat, nous recevrons sur ce plateau un artisan chocolatier de Voisin le Bretonneux, mais également un chef de rayon de chocolat d'un supermarché de Maurepas, donc deux acteurs bien différents, mais pour l'un comme pour l'autre, nous verrons que Pâques est l'une des périodes phares de l'année. Et puis en deuxième partie de chronique, nous parlerons des 40 ans de Paris-Ouest. Le président de l'association de cette zone d'activité sera sur ce plateau pour nous en parler. Il nous racontera donc l'histoire de cet espace économique et nous présentera les festivités organisées à cette occasion. La chronique de l'écho dans une petite demi-heure. Nous sommes avec le président du district de football pour le moment. On va parler de vos différentes actualités. Tout d'abord, est-ce que vous suivez The Voice? Non. C'est un programme que vous suivez. Non. Alors vous ne connaissez certainement pas Nungan, c'est une des candidates. Elle est originaire des Yvelines. La rédaction l'a rencontrée. Le portrait est signé Aurélia Debussy. À Chavenay, Nungan a fait entendre sa voix. Candidate de l'émission The Voice, Nungan est aussi yvelinoise. Retour sur le parcours d'une chanteuse pour qui une rencontre a tout déclenché. Je faisais du stop et la voiture qui m'a prise venait de prendre aussi Benji en stop. Donc on se retrouve tous les deux à l'arrière et on parle comme ça. Il me dit je fais de la guitare et tout. Je dis moi j'aime bien chanter. Peut-être qu'on devrait essayer de faire la musique ensemble un jour. On s'est dit tiens on va essayer et là c'était direct l'alchimie et tout était évident. Né il y a 5 ans, le duo Nungan se produit régulièrement dans des restaurants et clubs branchés, mais jamais véritablement sur scène. La participation à l'émission The Voice sonne alors comme une évidence. C'est une bonne exposition. C'est peut-être le moyen justement de rencontrer d'être repéré par des maisons de disques, des tourneurs, des labels, c'est ce qu'on cherchait. Et pour pouvoir justement passer à la scène, c'est ce qu'on veut avant tout, parce qu'on est prêt. On est prêt, on a déjà enregistré 2 albums en autoproduction. Et voilà, on est tout prêt, il nous manque juste le petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, c'est peut-être The Voice, justement. La contrepartie de cette propulsion vers le grand public est que désormais Nungan est seul sur scène. Qu'en est-il alors du duo ? C'était une bonne opportunité, une chance comme ça, faut pas la laisser passer. Même si pendant un petit temps je passe un petit peu devant, je veux dire il est toujours là, il m'accompagne tout le temps sur les plateaux. Et pour moi, je le fais pour nous deux. Nungan a réussi l'étape des battles, les 3 membres du jury sont conquis, il lui reste maintenant à se confronter au vote du public. Nungan aura-t-elle la plus belle voix ?
Et c'est à Jennifer maintenant de former. Voilà pour cette rencontre avec Nungan. Et si vous êtes amateur de ces émissions, on a appris ce matin que le rappeur de trap Lafouine serait l'un des jurés de Popstar sur D8. Ce sera dès les prochaines semaines. Les castings débutent le 2 avril. Le principe est toujours le même, créer un groupe. Pas de commentaires encore du principal intéressé, si ce n'est une photo postée en fin d'après-midi sur son compte Twitter aux côtés des autres jurés, dont Alexia Laroche-Joubert, la productrice d'ailleurs de ce télécrochet pour Lafouine. Je cite, il faut s'inscrire cette année à Popstar, ce sera du lourd cette année, promet-il, tout un programme. Le 10 mars, dans le Val d'Oise, un footballeur amateur de 16 ans et demi est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Un accident survenu en plein match sur un terrain et malgré l'intervention des secours. Un drame qui n'est pas d'ailleurs sans précédent, également dans le milieu professionnel. Jean-Pierre Merillon, donc vous êtes en charge du district de football des Yvelines. Ces dernières années, vous avez multiplié les formations médicales pour les dirigeants, les encadrants également, les entraîneurs, pour qu'ils puissent intervenir au plus vite si un problème de ce type devait survenir. Vous avez été obligé de les mettre en place, ces formations, ou c'est une directive nationale? Alors la fédération, en accord avec la Fédération française de cardiologie, a initié ce type d'intervention de la part des instances déconcentrées de la fédération, les ligues et les districts. Et nous, on y a adhéré. Donc depuis quelques années, effectivement, on fait 4 ou 5 fois par an des formations qui durent une demi-journée, dans lesquelles on essaye de faire passer le message auprès des joueurs, des dirigeants, des arbitres, des éducateurs, pour leur apprendre ce qu'il faut faire dans un tel cas. Comment se passent ces formations, justement? Ce sont des formations très techniques, on apprend à se servir des défibrillateurs, par exemple? Alors oui, c'est notre médecin Daniel Bissonnet qui fait partie de notre comité de direction qui organise ça. Et essentiellement, on apprend les gestes qu'il faut faire et les gestes qu'il faut ne pas faire. Et d'autre part, se servir d'un défibrillateur. Effectivement, même s'ils sont automatiques, il faut quand même savoir et réagir instantanément. Connaître les bons gestes. Un tel drame comme celui survenu dans le Val d'Oise il y a une quinzaine de jours, c'est déjà arrivé dans le département des Yvelines, dans votre district? Oui, c'est arrivé il y a 2 ans. C'était un joueur de Villaine-Orgeval qui avait 20 ans. Et il a été pris en charge par un de ses coéquipiers, d'ailleurs. C'était un soir d'entraînement qui était sapeur-pompier professionnel. Et malgré son intervention, malheureusement, il n'y a rien eu à faire. Comment vous expliquez? On a le sentiment aujourd'hui que c'est peut-être plus fréquent que par le passé. Ça arrive dans le milieu professionnel, par exemple. Ça arrive dans le milieu amateur. On vient de citer 2 exemples, Val d'Oise et Yvelines. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on assiste à, pas la multiplication, mais en tout cas à ce nombre de cas plus fréquents? Alors je ne suis pas certain qu'il y ait plus de cas maintenant. Je pense que peut-être on en parle plus parce qu'on essaie de sensibiliser justement les gens à savoir ce qu'il faut faire quand ils se trouvent devant cette situation. Mais ce n'est pas aussi peut-être un problème du fait que c'est du sport et que le sport on ne le fait pas aussi n'importe comment? Il faut s'y préparer, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Oui. Oui, tout à fait. Le sport n'est pas dangereux, mais c'est plus dangereux que si on reste chez soi à ne rien faire. Et par conséquent, il faut effectivement essayer de faire en sorte de se préparer. D'ailleurs, on avait une formation que nous avons dû décaler, qui était prévue le 23 mars, où c'était justement comment se préparer à la rencontre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant une rencontre, comment se préparer, quoi. La thématique de cette rencontre, c'était l'être humain pendant l'effort, hein. C'était le nom de cette réunion. Effectivement, ce n'est pas limité uniquement à l'intervention, c'est comment se préparer, il faut se préparer. C'est un petit peu les consignes aussi peut-être que vous donnez aux plus jeunes qui s'inscrivent dans les clubs de foot. On leur apprend aussi à faire du sport. Alors on essaye de faire passer ces messages-là parce que ça concerne aussi non seulement la préparation mais quelquefois aussi la diététique. Et dans nos formations, il y a aussi ça, comment on prépare une formation sur le plan diététique. Je le répète, les gestes qu'il faut éviter lorsqu'il y a une difficulté. C'est aussi l'éducation des parents pour les plus jeunes. Alors les parents, mais pas seulement. Il y a aussi les arbitres, il y a aussi les éducateurs, il y a aussi l'ensemble des encadrants. On va juste faire une petite pause. Nous parlions de ces interventions justement au bord du terrain. Faut-il rendre obligatoire les cours de premiers secours? C'est notre question du jour. Ah oui, moi, dès le lycée, je pense que ça devrait être obligatoire, hein, parce que je l'ai suivi et c'est très très important. Ouais. Et c'est une bonne idée parce que finalement, moi par exemple, j'ai 20 ans de plus et je ne sais pas le faire. Si quelqu'un dans le RER, dans le métro, souvent les gens font des malaises et ça permet de les aider. Le temps d'attendre les secours arriver. Bah oui, pourquoi pas, ouais, effectivement. Ça pourrait être une bonne idée, ouais, je pense. Parce qu'on est un peu démunis quand on a un accident devant soi ou quelqu'un qui est dans les vapes, on ne sait jamais trop quoi faire, quoi.
Non, je pense que c'est plus efficace si ça repose sur le volontariat. Quelqu'un à qui on va obliger cette formation et qui n'a pas forcément la vocation d'agir en ce sens le fera pas forcément bien. Donc je pense que c'est mieux si ça repose sur des gens qui ont fait eux le choix de suivre cette formation. Et votre réaction, est-ce que vous êtes d'accord avec la dernière personne qu'on vient d'entendre? Il ne faut pas le rendre obligatoire, il faut que ce soit sur le volontariat. Alors en tout cas, dans le football, c'est difficile de le rendre obligatoire, tout simplement parce que les gens qui s'occupent de football ne sont que des bénévoles. Et les bénévoles, si on leur impose des choses, ils seront tentés de ne plus consacrer une partie de leur temps à nous aider dans ce qu'ils font pour le football et dans le sport. Ceci étant dit, notre rôle à nous, il est d'être persuasif, d'être convaincant et d'essayer de faire passer ce message-là. On l'a bien compris, en tout cas, le sport, c'est la santé, mais pas n'importe comment. Il faut aussi s'y préparer. Et de plus en plus, les clubs, les districts de foot notamment, y font attention. On l'a entendu avec vous. On parle justement, par rapport à ce sport qui serait la santé, de multiplier les heures pour les plus jeunes avec cette réforme des rythmes scolaires qui doit leur permettre d'avoir accès à plus d'activités. Ça veut dire aussi que vous serez plus mobilisés. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les clubs de foot ? Alors il y a d'abord la question, c'est comment les choses vont se passer, parce que il y a une demi-journée supplémentaire de classe qui va être soit à partir de 2013, de la rentrée 2013 ou de la rentrée 2014. Mais le problème, il est de savoir si cette demi-journée se situera le mercredi matin ou le samedi matin. Et là-dessus, nous avons interrogé nos clubs il y a quelques semaines. Nous attendons les réponses de la part des différentes collectivités, des différentes communes, qui doivent prendre une décision avant la fin de ce mois. Parce que le problème, c'est que actuellement, nous avons des activités sportives pour les plus petits, entre 6 et 12 ans, qui se passent le samedi matin. Si ensuite, l'année prochaine ou à la fin de la rentrée prochaine, il y a école ce jour-là, la question, ça va être de savoir comment on organisera ces compétitions. On pourrait aussi interpeller les clubs, leur demander d'intervenir au cours de la journée pendant la semaine. Ce serait possible? Oui, je pense que c'est certainement quelque chose qui sera à l'ordre du jour lorsque le moment venu ce sera mis en œuvre. Je dois dire que les réponses que nous avons de nos clubs pour l'instant, c'est que la plupart des communes, celles en tout cas dont nous avons les réponses, la plupart des communes ont remis la mise en œuvre à septembre 2014 et non pas à septembre 2015. Ce sera le cas dans la plupart des communes des Yvelines, même si encore tous les conseils municipaux ne se sont pas prononcés. Nous ferons bien évidemment le point sur le département, sur notre secteur dans les Yvelines. Nous vous donnerons les informations pour savoir si c'est en septembre 2014 ou en septembre 2013. J'imagine que vous préférez septembre 2014. Ça vous laissera un peu plus de temps. Ça nous laisserait un peu plus de temps pour nous organiser, bien entendu. Oui. Merci Jean-Pierre Merillon, président du district de football des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous pour ce début d'émission. Encore 3/4 d'heure à passer ensemble. Au programme, les journées de l'énergie avec les portes ouvertes à RTE dès demain et puis l'appel à bénévoles du secours populaire. On en parle juste après ce point sur la sécurité aux centres commerciaux Espace Saint-Quentin et SkyWest. Ils sont séparés de quelques mètres à Montigny-le-Bretonneux après l'agression d'une policière le 8 mars. Certains commerçants reconnaissent que les tensions existent. Reportage d'Anthony Reich, les images de Patrick Jacques de Dixmude. Nous sommes le vendredi 8 mars aux alentours de 18h. Les policiers sont appelés sur une intervention à l'Espace Saint-Quentin. Une quarantaine de jeunes y sèment le trouble. Une policière est blessée et ce n'est pas la première fois. On n'est pas sur un phénomène de bande comme on a pu connaître il y a quelques années en arrière sur le parvis de la Défense. On est sur un rassemblement de jeunes qui viennent parce que la structure s'y prête. Vous avez des commerces, vous pouvez avoir des attractions ludiques telles que le cinéma. Et l'effet de bande peut s'interpréter du fait que comme ils vont se retrouver groupés, on peut arriver sur des débordements, mais ça reste ponctuel. Le malaise est en tout cas en train de s'installer. Entre d'une part un centre commercial SkyWest vidé de ses magasins et d'autre part un espace Saint-Quentin qui attire les squatteurs. Certains magasins ont reçu la consigne de leur direction de fermer boutique au moindre problème. D'autres commerçants ne se sentent plus en sécurité. Je n'étais jamais tranquille le soir quand j'allais chercher ma voiture au parking. Je demandais aux vigiles de m'accompagner et j'ai même pensé à déménager. Depuis l'agression, les patrouilles de police ont été renforcées. Des vigiles recrutés, 2 Segway devraient apparaître dans les prochains jours. Des moyens humains aidés par 140 caméras de vidéosurveillance. Selon la mairie de Montigny, entre 2011 et 2012, la délinquance au centre commercial aurait baissé de 22%. C'est vrai que c'est pas normal non plus d'avoir toujours à gérer des personnes qui sont là pour nuire. Donc tout simplement, c'est aux propriétaires du centre de pouvoir assurer une certaine sécurité
aidés en cela par la police nationale et aussi par la police municipale si besoin se faisait sentir. Le directeur de l'espace Saint-Quentin, Hervé Degnaud, doit rencontrer ce vendredi le commissaire de Guyancourt pour faire un point sur l'enquête. Les deux jeunes agresseurs âgés de 13 et 14 ans n'ont pas encore été traduits devant la justice.